vous avez la parole. Monsieur le Président, chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui est une nouvelle étape dans le processus qui doit permettre à Paris et à la France d'accueillir pour la première fois depuis 100 ans les Jeux olympiques d'été en 2024. Lors de l'attribution de ces Jeux à Lima le 13 septembre dernier, la France s'était engagée auprès du Comité international olympique à adopter, dans les plus brefs délais, une loi olympique afin de fixer le cadre juridique nécessaire à l'organisation de cet événement mondial. Ce projet de loi contient donc des dispositions très variées qui vont de la lutte contre le dopage aux questions de publicité en passant par l'urbanisme. C'est ce dernier sujet qui fait l'objet des articles 6 à 13 qui nous intéressent aujourd'hui au regard des compétences de notre commission. Mais avant d'entrer dans le détail de ces articles, je souhaiterais évoquer devant vous les enjeux économiques et territoriaux généraux relatifs à l'organisation de ces Jeux olympiques. À de multiples égards, l'organisation d'un tel événement constitue un défi inédit pour la France. 11 millions de spectateurs venus du monde entier sont attendus au cours de l'été 2024. À titre de comparaison, 2,8 millions de billets ont été vendus lors de la Coupe du monde de football en 1998. Ce défi de taille présente une opportunité formidable pour l'image et le savoir-faire de la France à l'étranger, ainsi que pour stimuler son activité économique lors des 7 prochaines années. À terme, les retombées économiques et touristiques de l'événement pourraient être considérables et s'élever à 10 milliards d'euros. Pour les territoires qui accueilleront les différents sites de compétition, les JO doivent également être un accélérateur d'investissement au service de la population locale. Le choix du département de la Seine-Saint-Denis pour accueillir le village olympique, le village des médias et le nouveau centre aquatique est à ce titre particulièrement symbolique. Dans ce territoire marqué par un chômage à 18% et de fortes disparités sociales et spatiales, les Jeux devraient laisser un héritage durable en termes de renouvellement urbain, d'équipement public et de développement économique. Ces différents sites ont été choisis et conçus afin que les aménagements et les constructions réalisés pour les JO soient réutilisés après les Jeux au bénéfice des populations locales. Le site du village olympique, qui s'inscrit pleinement dans le projet de développement urbain de l'intercommunalité Plaine Commune, sera ainsi reconverti en véritable quartier intégré au reste de l'agglomération. Les bâtiments construits pour héberger les athlètes seront transformés en 2200 logements familiaux, dont 40% de logements sociaux et 900 chambres en résidence étudiante. Un peu plus de 100 000 mètres carrés seront par ailleurs reconvertis en bureaux, commerces et zones d'activité. Il en sera de même pour la construction du village des médias au Bourget et à Duny, qui permettra, après les Jeux, la création d'environ 1500 logements, d'un EHPAD, de commerce et d'équipements scolaires. Au-delà de la Seine-Saint-Denis, tous les territoires qui accueilleront les Jeux bénéficieront d'investissements conséquents en faveur d'équipements sportifs locaux. Une enveloppe de 100 millions d'euros est, en effet, prévue pour créer ou rénover des équipements de proximité qui seront utilisés comme sites d'entraînement par les athlètes pendant les Jeux. L'organisation des Jeux et les travaux nécessaires à la rénovation ou à la construction de certains sites représentent une chance pour l'emploi et les entreprises françaises, en particulier celles en Île-de-France. Selon l'étude d'impact et les acteurs que nous avions auditionnés, environ 250 000 emplois pourraient être créés en lien avec l'organisation des Jeux durant les 7 prochaines années. Les entreprises concernées relèvent en premier lieu du secteur du bâtiment, mais aussi de la fabrication de mobilier et du secteur touristique et événementiel. Pour saisir cette opportunité, les entreprises locales doivent s'y préparer dès maintenant et s'organiser pour répondre au mieux aux différents appels d'offres qui seront lancés en se regroupant et en accélérant les efforts de formation. À ce titre, lors de son audition, le délégué interministériel aux Jeux, M. Jean Castex, a annoncé qu'un plan de formation était en cours d'élaboration avec Pôle emploi et des représentants des employeurs et des syndicats. En outre, les clauses d'insertion sociale pourraient utilement être inscrites dans les différents appels d'offres des maîtres d'ouvrage afin de réserver une part minimale des heures travaillées à des personnes éloignées de l'emploi et accompagnées par des structures d'insertion par activité économique. Sur ce sujet, je vous proposerai tout à l'heure un amendement visant à inscrire dans la loi une disposition similaire à celle applicable à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, l'ANRU, pour que tous les maîtres d'ouvrage qui interviendront dans les différents chantiers des sites olympiques s'inscrivent à une telle clause dans leurs appels d'offres.
J'en viens maintenant plus précisément aux dispositions du titre 2 qui concernent l'urbanisme et le logement. Ces dispositions ont été élaborées de manière partenariale entre l'État, les différentes collectivités territoriales et le futur comité d'organisation des JO dans le but de donner les outils nécessaires aux différents porteurs de projets qui interviendront dans l'organisation des Jeux pour livrer à bonne date et dans les meilleures conditions possibles les infrastructures olympiques. Le premier objectif de ces simplifications est de gagner du temps. Un délai de 6 ans pour programmer et construire les différents équipements peut paraître suffisamment long. Il est en réalité très court pour les opérations d'envergure comme le village olympique, le village des médias et le centre aquatique, d'autant plus que les 6 premiers mois de l'année 2018 seront consacrés à la mise en place du cadre juridique de la gouvernance de l'organisation des Jeux. L'article 6 prévoit ainsi que tous les projets nécessaires à l'organisation des Jeux, à l'exception des expropriations, donneront lieu à une participation électronique du public au lieu d'une enquête publique. La procédure de la participation électronique est prévue à l'article L. 123-19 du Code de l'environnement, présente en effet les mêmes garanties de transparence que l'enquête publique sans toutefois être entourée des mêmes formalités de procédure qui pourraient générer des glissements de calendrier en cas de recours contentieux. Étant donné l'ampleur des projets et leur résonance auprès du public, l'article 6 du projet de loi propose toutefois de renforcer spécifiquement la procédure de participation électronique par le public à des garants nommés par la Commission nationale du débat public. Dans le même esprit, l'article 8 ouvre la possibilité aux porteurs de projets de recourir à la procédure intégrée pour le logement, créée par une ordonnance de 2013. Cette procédure facilite la mise en compatibilité accélérée des documents d'urbanisme et permet l'adaptation concomitante de plusieurs plans ou schémas de rang supérieurs dans un délai maximum de 9 mois au lieu de 18 mois en moyenne. Le second objectif de ces dispositions est donc de garantir la reconversion du village olympique et du village des médias en quartier mixte, mélangeant logements sociaux, logements libres et locaux commerciaux. Lors de leur audition, les élus de la Seine-Saint-Denis nous ont indiqué vouloir éviter 2 écueils. Que ces futurs quartiers se transforment en cités dortoirs ou qu'ils participent à la gentrification de territoires populaires, évinçant ainsi les populations locales de l'accès aux logements construits. Pour garantir que certains logements construits pour les Jeux seront ensuite reconvertis en logements sociaux, l'article 12 prévoit donc une procédure particulière permettant aux organismes HLM de louer au comité d'organisation des JO pendant la durée des Jeux les locaux qu'ils auront précédemment acquis ou construits et de n'appliquer que postérieurement à ces Jeux les règles de la convention signée avec l'État relative au plafond des ressources de loyer. Donc, pendant la durée des Jeux, près de 5 000 logements existants et vacants, destinés d'ordinaire à des étudiants et répartis sur environ 34 résidences universitaires, pourraient également être mobilisés afin de satisfaire des besoins spécifiques. L'article 13 prévoit donc une dérogation spécifique du 1er juillet au 1er octobre 2024 pour autoriser les propriétaires de ces logements à les louer au comité d'organisation des JO. Lors des auditions, des interrogations sont nées entre la date limite du 1er octobre prévue à cet article et le calendrier de rentrée universitaire qui, le plus souvent, ont lieu dès la mi-septembre. Donc, dans ces conditions, les étudiants risqueraient d'avoir des difficultés à trouver un logement pour le mois de septembre 2024. Je partage cette préoccupation, même si je rappelle que cette date ne constitue qu'une limite légale qui n'a nécessairement vocation à être exploitée. Les Jeux paralympiques s'achèvent en effet le 15 septembre 2024 et mobilisent beaucoup moins d'hébergements que les Jeux olympiques. Je n'ai donc pas déposé d'amendement sur ce point, dans l'attente de précision de la part du gouvernement sur le nombre de chambres qui pourraient être concernées au mois de septembre. Je pense également qu'une coordination étroite entre les universités et le comité d'organisation dans la gestion de la mobilisation des logements étudiants permettra le temps venu de prévenir toute difficulté sur ce sujet. Je termine ma présentation en évoquant une proposition qui me semble pertinente et novatrice, celle de créer un permis de construire à double objet pour assurer la reconversion des constructions réalisées pour le village olympique et le village des médias. Certains travaux seront en effet nécessaires. En théorie, 2 permis de construire devront donc être délivrés, l'un avant les Jeux et l'autre après, ce qui retardera probablement la reconversion des sites au bénéfice des populations locales.
Je souscris donc à une proposition formulée par certaines collectivités territoriales lors de leur audition, consistant à inventer à l'occasion de la préparation des Jeux un nouveau type de permis de construire à double objet. Celui-ci autoriserait en même temps 2 versions successives d'une même construction, en version géo et en version post-géo. Cette procédure permettrait de sécuriser les 2 utilisations du futur bâtiment et de réduire la possibilité de recours contentieux en fusionnant 2 arrêtés en un seul. J'ai donc déposé un amendement à ce sens et je vous invite à soutenir dans quelques instants. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Je vais donc passer